On doit commencer avec la relation avec l'Angleterre et la France, qui est pas très bon en ce moment. Non. Et la situation diplomatique est misérable en fait. Si vous êtes président, qu'est-ce que vous allez faire pour pour changer ça? Vous savez, en même temps, on a connu pire entre les Français et les Anglais, vu qu'on a passé des siècles à se faire la guerre, donc il faut toujours relativiser. Mais plaisanterie mise à part, je pense que, si vous voulez, les Français, Emmanuel Macron et la technocratie bruxelloise ont fait une erreur fondamentale, une erreur d'approche. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le départ de l'Angleterre, le fameux Brexit, est une erreur et que les Anglais doivent payer pour cela. Et que la France et les Européens doivent leur faire payer. Pour deux raisons. D'une part parce qu'ils sont des européistes acharnés et qu'ils considèrent que ce choix de l'Angleterre, du peuple anglais, est non seulement une erreur, mais une trahison des idéaux européistes. Et par ailleurs, ils veulent dissuader les autres pays qui seraient tentés, je ne sais pas moi, la Hongrie, vous voyez, d'autres pays comme ça, ou même la France, qui seraient tentés de quitter l'Union européenne et de disloquer leur idéal. Je pense que cette approche idéologique et moralisatrice, c'est pas bien, on va vous punir, hein, comme un enfant, n'est pas appropriée à la situation. D'abord parce que c'est contre-productif, et que les Anglais se cabrent à juste titre et donc eux aussi font montre de mauvaise volonté, on va le voir pour l'histoire de la pêche, et en plus parce que, si vous voulez, je pense qu'il faut respecter le choix du peuple anglais. Oui. Voilà, tout simplement. C'est démocratique, c'est respectueux des Anglais, c'est respectueux de ce qu'ils ont choisi. Je trouve que même que les élites conservatrices anglaises, en tout cas une partie, s'est honorée d'avoir respecté le choix du peuple anglais, contrairement aux élites politiques françaises qui, vous vous en souvenez peut-être, en 2005, quand la France avait dit non au référendum et au traité constitutionnel européen, n'ont rien trouvé de mieux que de faire voter ce même traité européen par les parlementaires. Ça, c'était indigne. Je trouve le comportement des élites anglaises beaucoup plus noble. En revanche, ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, nous devons défendre les intérêts des pêcheurs français. Je trouve vraiment cruel de la part des Anglais d'avoir, comme ça, supprimé les droits de pêche de pêcheurs français qui sont là depuis des années, j'allais dire depuis des siècles, parce que certains ont des licences depuis très longtemps. Je ne trouve pas ça fair, comme on dit en Angleterre. Très anglais. Ouais. Voilà, je trouve ça unfair. Oui. Je trouve ça vraiment très dommageable pour ces pêcheurs français qui n'ont que ça pour vivre. Je trouve que Emmanuel Macron a très mal négocié avec les Anglais. Je trouve aussi que Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit, quand il était commissaire européen à Bruxelles, a montré là ses limites, parce que c'est quand même incroyable qu'il ait laissé ce sujet en plan et qu'il n'ait pas traité ce sujet en amont lors de la grande négociation, du grand marchandage post-Brexit. Ben, y a bien sûr cette guerre de pêche, mais il y a aussi les migrants. Mm-hmm. C'est une grande histoire sur les deux côtés de l'échelle. Absolument. Et si vous étiez président, est-ce que vous arrêtiez en plus que les Français font en ce moment les bateaux qui arrivent en Angleterre? Alors, moi je vais vous dire, si j'étais président, il ne serait pas arrivé à Calais. D'accord. Voilà. Je trouve à la fois scandaleux qu'on soit les gardes-frontières de l'Angleterre. Cet accord du Touquet n'est ni fait ni à faire, franchement. Toucher de l'argent par l'Angleterre pour protéger sa frontière, enfin, je veux dire, on n'est pas un pays du tiers-monde, quoi. Oui. Donc c'est irrespectueux pour la France et je ne comprends pas que les gouvernements français aient accepté cela. Bon, donc moi je ne suis pas d'accord avec cet accord-là. Mais en revanche, et là où les Anglais ont raison, c'est que ces gens-là ne devraient jamais arriver à Calais. Ils ne devraient pas rentrer en France. Ils ne devraient pas, on devrait tout faire pour les dissuader de venir en France. Et si vous voulez, en plus, comme ceux qui n'arrivent pas en Angleterre restent en France.
Parce qu'évidemment, ils ont des aides sociales, parce qu'évidemment, ils ont l'espoir d'une régularisation facile à cause d'une circulaire émise par Manuel Valls il y a quelques années. Donc, nous le payons en plus. C'est pas seulement les Anglais, vous voyez, qui le payent. C'est nous qui le payons. Et en plus, ça rend invivable la vie à Calais, dans toute la région d'ailleurs, parce qu'ils se répandent partout avec la complicité des passeurs et des associations de défense des migrants qui sont complices des passeurs. Donc moi, je punirai les passeurs, je punirai les associations de défense des migrants, je rétablirai, parce que ça a été supprimé sous la pression de l'Europe, le délit de clandestinité, et j'expulserai ces gens-là et je supprimerai toutes les aides sociales à ces gens-là pour ne plus qu'ils soient tentés de venir. Parce que c'est bien confortable, vous comprenez, on vient de pays très pauvres, on vient en France et on touche des sommes qui vous paraissent mirifiques par rapport à ce que vous aviez dans vos pays. Donc évidemment, tout le monde arrive. Donc il faut supprimer tout cela, il faut mieux... Là, j'ai vu que votre ministre de l'Intérieur l'avait dit, il a tout à fait raison, il faudrait que la France contrôle mieux ses frontières avec les autres pays européens, et aussi, puisque Frontex est en vérité inutile. Frontex, c'est quelques centaines d'agents qui ne contrôlent rien, et en plus, quand les pauvres veulent faire leur boulot et refoulent les migrants, ils sont accusés au Parlement européen et par la Commission de Bruxelles de brutalité. Moi, au contraire, par exemple dans l'affaire polonaise, je félicite le gouvernement polonais qui a bien raison et je pense qu'il faut l'aider. Oui. Et contrairement à la Commission de Bruxelles, je pense qu'il faut partout où c'est possible construire des murs. Parce qu'on le voit bien avec les images de Biélorussie et de Pologne, tous ces migrants qui viennent du Moyen-Orient. En vérité, l'immigration, c'est la guerre. Oui. Voilà. Ils veulent envahir nos pays européens. C'est tout, ce n'est pas autre chose, c'est une guerre. Est-ce que vous pensez que le président Macron, il utilise les immigrants comme un weapon, un méthode de guerre, une arme contre l'Angleterre? Non. Comme la même chose? Non, je ne pense pas. Non, franchement, je ne lui prête pas une intention aussi malveillante. Ce n'est pas Erdogan oui. Avec nous, ce n'est pas... Non, il ne faut pas exagérer. Je pense tout simplement qu'il est... comment vous dire, idéologiquement favorable à l'immigration. Il pense, vous savez, il a une idéologie individualiste. Il pense que tout individu, au fond, est pareil et peut vivre n'importe où. Alors évidemment, il va mettre ici ou là des règles, mais fondamentalement, il est partisan de cet individualisme forcené. L'existence de peuples lui paraît un peu suranné. Il pense que les peuples n'existent pas, qu'il n'y a que des individus qui peuvent vivre n'importe où. Et c'est pour ça. Et en plus, il n'ose pas, parce qu'il pense que c'est nuisible, il n'ose pas affronter les diktats des juges aujourd'hui, qu'ils soient des juges français ou des juges européens, qui sont les premiers responsables avec l'émergence des droits de cette invasion migratoire. Oui. Il faut donc affronter ce pouvoir judiciaire et retirer aux migrants tous ces droits automatiques que les juges leur ont accordés de faire venir d'innombrables compatriotes. C'est la première chose à faire. Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'anglais en origine, en fait? Cet esprit de Macron, vous l'appelez le individualisme. L'individualisme. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une idée de Reagan, Thatcher? Yes. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. C'est une vieille idée aussi. C'est un dévoiement de l'humanisme chrétien. C'est comme disait Chesterton, c'est des vertus chrétiennes devenues folles. Oui. Vous voyez, c'est pas autre chose. C'est simplement oublier que dans l'humanisme chrétien, il y a effectivement le respect de l'être humain, mais qui est enraciné dans une culture, une religion, un peuple, une terre. Là, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que ce sont des vertus chrétiennes devenues folles. On a un individu et une personne qu'on sacralise, très bien, mais qu'on isole complètement de son peuple, de son contexte historique, de ses mœurs. Vous voyez, on croit que tous les individus sont interchangeables. Ce sont uniquement des consommateurs. C'est une vision économiste de la chose et que moi, je n'ai pas. Je pense que les gens sont d'abord le produit de leur culture, de leur peuple, de leurs mœurs, avant d'être des consommateurs. Et on le voit en France. C'est la droite qui l'a poussé, ça.
pendant 20 ans? La droite, La droite politique? je ne dirais pas cela, je dirais que c'est une alliance entre le discours effectivement purement économiste d'une certaine droite Oui. qui se disait libérale et qui était mondialiste, et une autre gauche qui aussi a renoncé à l'assimilation républicaine qu'elle défendait naguère, et qui a adopté des principes plus anglo-saxons, plus communautaristes, au nom d'un antiracisme là aussi dévoyé. Vous voyez, c'est une alliance d'une droite et d'une gauche, et c'est surtout, je vais vous dire, au-delà de ça, c'est de la lâcheté. C'est-à-dire que nos gouvernants depuis 40 ans ont peur d'affronter le politiquement correct, ont peur des émeutes dans banlieue, ont peur d'être mal vus par les médias, ont peur de ne pas se soumettre aux juges. Vous voyez, c'est avant tout de la lâcheté. Et alors, vous avez dit avant que vous pensez maintenant, nous sommes dans la troisième ou peut-être dernière phase de cette connexion entre ce que vous disiez le wokisme et the woke. Ah, the woke. Yeah. D'accord. Et aussi l'islamisme. Alors vous pensez maintenant on approche une crise, c'est ça? Non, si vous voulez, ce que je dis, c'est que il y a une alliance entre cet individualisme-là, cette sacralisation des droits de l'individu, et l'islam qui s'en sert pour imposer sa vision du monde, d'abord pour imposer sa démographie, puis sa vision du monde. Et je dis ensuite qu'il y a effectivement l'idéologie woke, qui est un hyper-individualisme, une hypersensibilité aux droits de l'individu, une offensive généralisée contre la culture française et occidentale, contre l'homme blanc hétérosexuel. On voit bien que ses ennemis, c'est ça. Et ces gens-là veulent avant tout culpabiliser les Français et tous les Occidentaux, leur faire honte de leur histoire, pour que les Français et les Occidentaux et les Américains, de guerre lasse, tellement saoulés de culpabilité, s'auto-amputent, s'auto-détruisent, vous voyez, soient prêts à abandonner leur culture, leur civilisation, simplement pour ne plus se sentir coupables. C'est ça la culture woke, et c'est en cela, si vous voulez, que la culture woke favorise l'islamisation de nos pays. C'est en détruisant nos cultures, notre histoire, que évidemment ils font table rase de tout cela et qu'ils permettent à une culture et une histoire et une civilisation étrangère de venir la remplacer. D'accord. Et alors votre cauchemar, si c'est le bon mot, c'est que le wokisme, c'est comme un cheval trojan, comment on dit, un Trojan horse, Un cheval de Troie pour l'islamisme. Exactement. Oui, comme en Iran. Alors non, en Iran, ce que je dis, c'est pas exactement ça. Je fais une comparaison avec l'Iran parce que j'explique, si vous voulez, que pour renverser le Shah d'Iran, il y a eu une alliance entre les islamistes, Khomeini, vous vous souvenez, et les communistes, à l'époque, qui étaient très puissants. Donc ils se sont mis à deux, une alliance, une vieille alliance islamo-gauchiste, mais qui remonte même aux années 20, puisque à l'époque, c'est Lénine qui avait même scellé cette alliance dans le fameux congrès de Bakou entre l'islam et le communisme. Donc c'est une vieille histoire. Mais en Iran, quand les islamistes sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis tous les communistes en prison et ils les ont fusillés. Donc je dis aux islamo-gauchistes d'aujourd'hui qu'ils seront les prochaines victimes de l'islam. Mais en attendant, l'alliance des deux aura détruit la France, aura détruit le peuple français, aura détruit ses mœurs, aura détruit sa civilisation. C'est ça que je dis. D'accord. Alors finalement, je veux vous demander une question un peu plus personnelle. C'est que vous êtes très intéressé par les nations, je pense. Vous parlez beaucoup, très joliment, je ne sais pas le bon mot, mais sur l'Angleterre, les choses comme ça. Et est-ce que vous pensez que ça devient de vos origines juives et de l'Occident ou de Nord-Afrique? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez un peu étranger que vous êtes si intéressé dans le nationalisme?
J'espère que c'est pas Ah non, non, pas du tout, c'est pas une insulte. Je ne me sens pas étranger. À la limite, je pourrais vous dire que je suis une sorte de barbare romanisé, Oui. de gallo-romain. Oui. Mais j'en suis. C'est comme on dit l'esprit du convert. Mais oui, 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 non, 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 mais le zèle des convertis. Oui, Mais je suis plutôt fier de cela. Oui. Non, je ne me sens nullement étranger. Je pense effectivement que ce qu'a fait ma famille comme travail d'assimilation de la culture française, de patriotisme sincère, doit être donné en exemple. Mais c'est tout ce que faisaient les étrangers jadis. En plus, nous n'étions pas étrangers, ce serait un peu compliqué, puisque nous, en Algérie, c'est la France qui est venue, qui a conquis cette région où nous étions depuis des siècles et qui nous a donné la nationalité française. Donc moi, je suis un produit de la colonisation française et je bénis la colonisation française. Vous voyez, je ne suis pas comme tous ces gens qui aujourd'hui condamnent le colonisateur français. Moi, je dis merci au colonisateur français parce qu'il nous a apporté la culture française, il nous a apporté Victor Hugo, Chateaubriand et accessoirement, il nous a permis de suivre des études, de vivre bien plus confortablement que dans la misère dans laquelle nous vivions tous en Algérie, à part quelques privilégiés. Il faut bien comprendre que ces pays-là étaient des cloaques et que la France a civilisé, a enrichi, etc. Bon, maintenant, donc je ne me sens pas du tout étranger. Je dis simplement que les nations, vous avez dit les nations, effectivement, je trouve que les nations sont, comment vous dire, le sommet de la civilisation. Oui. C'est-à-dire que ce mélange à la fois de petits et de grands, voyez, de proximité et d'ampleur, c'est pour moi un équilibre assez subtil. D'ailleurs, il n'y a de démocratie qu'au sein des nations, il n'y a de proximité culturelle qu'au sein des nations. J'aime la différence des nations, j'aime que les Anglais soient très différents des Français, comme ils sont très différents des Allemands. Je pense que, si vous voulez, le grand drame de la mondialisation, c'est que auparavant, il y avait, si vous voulez, des nations qui étaient très différentes les unes des autres, et au sein de chaque nation, il y avait une grande cohérence culturelle des Français et des Anglais. Aujourd'hui, avec la globalisation et avec l'immigration de masse, nous avons fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une uniformisation mondiale par l'idéologie globalisante, comme vous dites très justement en anglais. Votre mot globalisation est bien plus profond et pertinent que notre mot de mondialisation. Ça, vous avez tout à fait raison. Et par ailleurs, au sein, en revanche, là où il y a une uniformisation mondiale, au sein de chaque nation, il y a un éloignement des citoyens de ces pays. Il y a une désagrégation de ces nations qui se divisent en communautés, en diaspora, qui n'ont plus grand-chose à voir ensemble, qui n'ont plus une culture commune. Je regrette cette double évolution et je pense qu'il faut la combattre. Il faut la combattre en défendant, d'une part, le génie français contre le phénomène uniformisateur de la globalisation, oui. Ça c'est une première chose, et deux, il faut combattre aussi les éléments qui désagrègent l'unité française et qui la transforment en un ensemble de communautés et de diasporas qui n'ont plus rien en commun et qui s'affronteront un jour. Est-ce que c'est peut-être un moment d'optimisme alors avec le Brexit et le AUKUS, le New Commonwealth, comme vous avez dit hier soir, que la France maintenant a une occasion de devenir la plus forte force en Europe? Je ne sais pas si on a une occasion de devenir la plus grande force. En Europe, c'est sûr que nous sommes la dernière force militaire. Ça, sur le plan militaire, c'est sûr. Sur le plan économique, nous avons beaucoup de travail car nous sommes au contraire déclassés par rapport à l'Allemagne qui, en vérité, dirige aujourd'hui l'Europe. Et les Français, et Emmanuel Macron en particulier, font semblant de parler de couple franco-allemand pour faire croire à une égalité qui n'existe plus que dans nos lointains souvenirs. That's it. I hope you found that interview interesting. If you want to read my article about the interview, it's in this week's Spectator, and you can read that by clicking on a link in the top right now.
And also, don't forget, if you do not subscribe to The Spectator, do subscribe to The Spectator. We have a very good offer on at the moment, 12 weeks for £12, and we'll even throw in a free bottle of Johnny Walker's Black Label whiskey, which is good stuff. Thank you very much for watching.